Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. J'aime la nature, le plein air, passer du temps avec mes amis, rire et surtout, j'aime le Québec. Aussi, je viens de finir le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais la première fois qu'un ami m'en a parlé, il m'a dit que ce livre a contribué à la naissance du mouvement environnementaliste dans le monde occidental. Moi, j'en avais jamais entendu parler. Bon, je doute pas que même 40 ans avant ma naissance, il y avait déjà du monde engagé. Et que même en 1962, on savait déjà plein de choses. Mais je me suis quand même plongée dans ce livre. Et Rachel Carson, c'est une femme tellement en avance sur son temps. Une écoféministe avant l'heure, une lanceuse d'alerte des années 60. Elle parle de biodiversité, de la richesse des sols, de l'importance de l'eau, des politiques et des lobbies. Et elle dénonce déjà, à l'époque, les lourds impacts des pesticides sur la nature et notre santé. J'ai toujours été convaincue que chaque petite action avait un impact, comme le petit colibri qui travaille à éteindre le feu de forêt. J'ai l'étiquette de la fille toujours super optimiste et super impliquée. La fille écolo qui a étudié au lycée agricole en France et qui a fait une technique en aménagement de la chasse et de la pêche à Bécomo. Entre deux escapades nord-côtières, je m'engage dans ma communauté avec d'autres citoyens et sur des petits et grands projets. Ça me rend tellement vivante. Mais les pesticides, ça a jamais bien sonné dans mes oreilles. Et quand j'y pense, je me sens un peu face à Goliath. Au lieu de faire l'autruche, je veux faire quelque chose. Mais quoi ? J'aime les solutions, mais sur ce sujet, j'entends souvent des mauvaises nouvelles. Ou si elles ne le sont pas, elles sont jamais suffisamment ambitieuses face à l'ampleur du travail à faire. Alors j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé depuis Rachel Carson ? Depuis 60 ans ? Qui s'est engagé ? Est-ce qu'on utilise toujours autant de pesticides ? Quand est-ce qu'on va arrêter d'en utiliser ? Est-ce qu'on peut arrêter ? Et la science là-dedans ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien ? C'est impossible. Pas quand on voit toutes ces femmes et ces hommes impliqués. Parce que j'ai envie de croire à un Québec où on pourrait tous consommer des aliments sains et santé, des produits respectueux de nos agriculteurs, nos agricultrices et de l'environnement. Je suis partie. J'ai décidé d'aller à la rencontre des femmes en sciences engagées dans cette lutte à travers le Québec, en passant de l'Estrie aux Laurentides, de Québec à Montréal, du Témiscamingue à la Gaspésie. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. I truly believe that we, in this generation, must come to terms with nature. Bon bah ça y est, 8 heures de route, je suis enfin à Montréal, puis il pleut. En fait, j'avais pas trop de plans, je savais pas trop par où ni par qui commencer. Puis mon ami, il m'a parlé de Louise Van Lack, une féministe sociologue engagée sur de nombreux enjeux. Sciences de l'environnement, santé, justice sociale. Je me suis dit qu'elle pourrait sûrement me renseigner sur le livre de Rachel Carson et l'impact qu'il y a eu depuis les 60 dernières années. Allez, c'est parti! Bonjour, vous allez bien? Entrez plus fort! Entrez vite! Merci de me recevoir chez vous à Montréal. J'ai fait une longue route depuis Bécomo. Je suis vraiment contente de vous rencontrer et de commencer un peu ma quête avec vous. Je viens de lire le livre de Rachel Carson, Printemps silencieux. Est-ce que vous l'avez déjà lu ? Oui, je l'ai lu il y a quelques décennies déjà. Mais je vous avoue que comme c'est le cas souvent pour des livres, on a l'impression de ne pas l'avoir lu quand on le relit. Et je dirais que ce livre de Rachel Carson est absolument fabuleux. D'un, parce que c'est à la fois une philosophe, à la fois une littéraire, à la fois une écologue, qui amorce un travail de pédagogie absolument incroyable sur la santé environnementale. C'est une scientifique très rigoureuse
Et elle fait un travail de sensibilisation sur l'ensemble de ces enjeux, parce que trop souvent, on a parlé de Rachel Carson comme celle qui est à l'origine un peu du mouvement environnemental et écologique contemporain. C'est vrai, et c'est bien la puissance de sa réflexion qui permet d'occuper une place aussi centrale. Mais c'est aussi parce qu'elle a été victime très rapidement d'attaques indécentes de la part de l'industrie chimique qui ont fait en sorte que la population à laquelle elle s'adresse constamment dans le livre, a lu avec précipitation, je dirais, cet ouvrage-là, qui s'est vendu à au-delà de 500 000 exemplaires en quelques mois. Mais c'est aussi parce que cet ouvrage est un ouvrage qui nous rend plus intelligents. Très souvent, on a l'impression que ces questions-là, notamment la question de pesticides, parce qu'elle aborde pas seulement la question du DDT, mais d'un ensemble de pesticides. Et en fait, elle avait écrit avant ça un ouvrage très, très remarqué sur les océans, qui a été un peu à l'origine de sa possibilité même de travailler sur le Printemps silencieux, puisqu'elle a vendu plus d'1 million d'exemplaires et qu'elle était déjà très, très connue, ce qui lui a donné une notoriété, mais ce qui lui a permis aussi d'avoir suffisamment d'indépendance économique pour faire ce travail très long et rigoureux sur les pesticides. Donc, ce travail-là est un travail qui est, je dirais, pas du tout un travail passéiste. Ça veut dire quoi, passiste? C'est-à-dire, c'est pas, on ne doit pas dire, Rachel Carson, oui, c'était 1962, ça fait longtemps, ça fait 60 ans. Non, c'est extraordinaire qu'elle ait fait ça il y a 60 ans, et c'est désespérant qu'on en soit encore là. Et c'est désespérant que la situation qu'elle a décrite avec tant de brillance ne soit pas aussi largement partagée que ça devrait être le cas. Donc, vraiment, pour vos cadeaux de Noël, tout le monde, donnez autour de vous Le Printemps silencieux en français. En fait, pendant plusieurs années, il n'était pas disponible en français. Et là, il est à nouveau disponible et il faut vraiment que les gens prennent la pleine mesure de l'intérêt de cet ouvrage, qui est aussi un des premiers ouvrages où on sent très bien la préoccupation citoyenne de Rachel Carson, double préoccupation, à la fois sur les enjeux tels qu'ils se présentent et sur la responsabilité non seulement des instances publiques, mais de l'industrie, mais c'est aussi qu'elle s'adresse constamment à chacun de nous, à travers une démarche très, très sensible, que traduit très bien le titre d'ailleurs, La mort des oiseaux. Et vous savez, encore maintenant, on estime au Canada que c'est plus du tiers des oiseaux des champs qui ont été éliminés. Il y avait un étrange silence dans l'air. Les oiseaux, par exemple, où étaient-ils passés? On se le demandait avec surprise et inquiétude. Ils ne venaient plus picorer dans les cours. Les quelques survivants paraissaient moribonds, tremblaient, sans plus pouvoir voler. Ce fut un printemps sans voix. À l'aube qui résonnait naguère du cœur des grives, des colombes, des geais, des roitelets et de 100 autres chanteurs, plus un son ne se faisait désormais entendre. Le silence régnait dans les champs, les bois et les marais. Pourquoi le titre, la traduction, c'est La mort des oiseaux? Non, c'est pas la traduction qui est La mort des oiseaux. C'est qu'en fait, quand on dit le printemps silencieux, c'est que les oiseaux sont absents suite aux grands épandages de pesticides, des épandages d'ailleurs d'une absurdité totale. C'est un mauvais diagnostic de situation. On veut éliminer des moustiques ou, certains, dans certains cas, c'est des herbicides, mais c'est surtout les insecticides qu'on utilise à ce moment-là et le DDT en fait partie.
mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. Et je dirais sans analyse approfondie de la biologie des espèces, sans alternative, sans mesure d'aucune sorte. En fait, c'est comme si on était dans l'idéologie qui était sans doute encore prégnante suite à la dernière guerre, qu'on pouvait avoir un contrôle sur la nature et qu'on pouvait éliminer des espèces. Pourtant, ce qui s'est passé avec la volonté d'éliminer des populations entières durant la dernière guerre aurait dû nous rendre beaucoup plus attentifs à ces espèces de velléités je dirais, autoritaires et absurdes. Pourquoi vous faites le lien avec la dernière guerre? Pour deux choses. D'un, parce que c'est bien dans la foulée de la dernière guerre mondiale que se sont développés les pesticides. C'est la reconversion de l'industrie de guerre qui a été à l'œuvre à ce moment-là. Mais c'est aussi qu'au même moment, il y avait une crise alimentaire et on avait l'impression qu'il fallait d'abord et avant tout, pour nourrir la population, produire beaucoup plus. Et pour produire beaucoup plus, c'était d'éliminer tous les nuisibles, sans nécessairement que l'analyse des nuisibles soit plus pertinente que ce soit, et sans que les outils qui ont été développés soient des outils qui permettent de cibler par exemple, ces insectes ravageurs. On y allait très, très largement, et on voit, par exemple, des images de l'époque où ce sont des populations entières qui sont aspergées. On voit dans les banlieues des camions avec des épandages de DDT et les enfants qui courent derrière. Je veux dire, c'est absolument... Ils épandaient ça dans la rue? Quand tu parles sur des populations, parce que moi, je pense à des populations d'insectes. Non, sur les populations humaines aussi, puisque c'était fait de façon absolument inconsidérée. Et quand on regarde attentivement cet ouvrage, on s'aperçoit qu'ils ont aspergé des territoires complets où il y avait des populations, où bon nombre d'animaux sont morts, où tous les vivants ont été affectés, et les populations d'oiseaux ont été particulièrement frappées. Parce que ce qu'elles montrent de façon très claire, c'est que, par exemple, une des campagnes qui a été faite, c'était pour tenter de réduire la maladie de l'orme. Or, la maladie de l'orme, les moyens techniques qu'on a utilisés ont fait en sorte qu'on a non seulement aspergé ces arbres, mais l'ensemble des insectes et voire même les vers de terre ont été atteints par ces pesticides, si bien que les oiseaux qui s'en sont nourris sont morts. Donc, on a une hécatombe, je dirais, sur des jours, des semaines et parfois des mois. D'où le titre « Printemps silencieux ». D'où le titre « Printemps silencieux », parce qu'elle met en évidence que ce qui va être atteint, c'est non seulement certains nuisibles, entre guillemets, mais c'est l'ensemble du vivant. Donc, c'est quelqu'un qui, bien avant les travaux de Theo Colborn dans les années 90, qui a publié Our Stolen Future, Notre avenir volé, et qui a travaillé beaucoup sur les perturbateurs endocriniens. On sait que bon nombre de pesticides ont des effets de perturbateurs endocriniens. C'est quoi un perturbateur endocrinien? Les perturbateurs endocriniens ont pour effet de modifier l'équilibre hormonal, ce qui joue un rôle majeur dans, je dirais, l'apparition d'un certain nombre de problèmes de santé, des problèmes de reproduction notamment. C'est tout à fait lié à la baisse fulgurante de la spermatogénèse dans les sociétés avancées. On estime, d'après les études déjà des années 92 et confirmées par les dernières études qui ont été faites, je dirais, il y a encore 2 ans et 3 ans par Madame Swan, une baisse d'environ 50% de la spermatogénèse, ce qui, à terme, pose des problèmes de reproduction d'ici la fin du siècle. On parle beaucoup des changements climatiques, mais je pense qu'on est beaucoup moins attentif au fait que ce n'est pas seulement un écocide qu'on est en train de perpétrer, c'est-à-dire une tuerie
insidieuses, notamment par les pesticides, mais par bon nombre d'autres substances chimiques, de l'ensemble du vivant. Mais c'est aussi un anthropocide, c'est-à-dire une destruction des capacités d'engendrement du monde et de reproduction de l'espèce humaine elle-même. Donc, les perturbateurs endocriniens ont cet effet-là, ont des effets sur la reproduction de façon générale pour les femmes comme pour les hommes, participent aux cancers hormonodépendants, dont les cancers du sein, les cancers de la prostate, et sont un des facteurs de l'érosion des facultés intellectuelles. Ce qui est important par rapport à certains syndromes comme celui du spectre de l'autisme. Il y a eu des études très bien faites et fort sérieuses qui ont été publiées il y a déjà 3 ou 4 ans, des études internationales faites notamment par rapport à l'Europe où les pesticides organochlorés et organophosphorés à eux seuls et en excluant les cancers qui sont les éléments les plus coûteux en termes de coûts, seraient liés à des coûts globaux en Europe entre 1,2 et 2% du produit intérieur brut de l'Europe. Et cela lié essentiellement aux effets de problèmes reproductifs et aux effets à moyen et à long terme d'érosion des facultés intellectuelles et notamment de multiplication des cas du spectre de l'autisme. Est-ce que vous pourriez me donner votre définition de ce que c'est un pesticide ? Les pesticides ont d'abord et avant tout comme objectif de détruire ou de limiter, dans certains cas, des plantes, des animaux parfois, des insectes, jugés nuisibles. Or, pourquoi nuisibles pour voilà. Voilà. Toute la question, c'est celle-là. Nuisible, pourquoi et comment et en fonction de quel type de culture. Bon, par exemple, on peut considérer que les micro-organismes du sol sont importants pour la santé du sol. Et on peut considérer que bon nombre d'insectes qu'on va y retrouver sont des insectes pertinents. En agriculture biologique, évidemment, la complémentarité des plantes est un élément essentiel. Et on a beaucoup moins d'attention par rapport à ce qu'on appelle les mauvaises herbes. En fait, ce qui est considéré comme mauvaise herbe dans des grandes monocultures intensives n'est pas nécessairement une mauvaise herbe en soi, ni dans une culture biologique. Donc, il faut pouvoir déconstruire ce qui est considéré comme nuisible. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'éléments nuisibles. Je veux dire, Rachel Carson elle-même parle notamment des problèmes auxquels on est confronté par rapport à certaines maladies endémiques, notamment en Afrique, comme la malaria, où Rachel Carson elle-même souligne que, on peut employer du DDT dans des cas pareils. Ceci dit, depuis qu'elle a écrit ça, on sait que le DDT a des effets de perturbation endocrinienne. Et donc, ce n'est pas nécessairement la solution. Et maintenant, de plus en plus de gens parlent de d'autres alternatives plus liées à une approche éco-santé, c'est-à-dire une approche globale de la santé, et donc réduction des sources de production de ces moustiques qui sont liés à la propagation de la malaria. Vous avez parlé d'alternatives. À quoi est-ce que vous pensez ? On pourrait tellement être plus intelligent collectivement. Et quand on parle d'alternative, il faut bien voir que la première alternative, c'est de faire en sorte que les pouvoirs publics fassent enfin le boulot qui est le leur, notamment de faire une analyse complète et rigoureuse à partir des études scientifiques indépendantes de l'ensemble des substances qui vont être utilisées. Et puis qu'enfin le Canada cesse d'avoir autant de substances toxiques interdites à peu près partout ailleurs, qu'on s'aligne sur l'Europe, qu'on ait des cartes claires des pesticides utilisés en fonction de leurs impacts, notamment en France, on voit des cartes de couleurs avec les pesticides génotoxiques, neurotoxiques, perturbateurs endocriniens. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas ça encore ici et que ça ne soit pas évident
pour la population qu'on puisse avoir un autre type d'alimentation. Vous savez, c'est le comble du ridicule que la quote-part qui est prise par des firmes de produits chimiques fasse en sorte que les citoyens aient à payer plus cher pour des produits qui ne sont pas enduits de pesticides. Je veux dire, au fond, c'est l'envers du bon sens. On devrait pouvoir avoir des aliments sans pesticides, ou en tout cas avec beaucoup moins de pesticides partout, et que ce soit accessible. Bref, les questions de santé et d'environnement, ce qu'on appelle aussi One Health, santé globale, santé planétaire, voilà. Ce sont tous ces éléments-là avec un souci, je dirais, de type socio-économique sur la responsabilité des gens qui sont aux commandes et qui soit tentent de s'en mettre plein les poches, comme certaines firmes. En fait, on estime à 385 millions par année les cas d'empoisonnement grave et non intentionnel aux pesticides et à 11 000 le nombre de décès annuels liés aux pesticides dans le monde. Donc, c'est pas une question négligeable. Hein? C'est une question importante en termes de santé publique. Le DDT, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Quand je pense à pesticides, j'entends souvent glyphosate, mais j'imagine que des pesticides, il y en a plein pour plein de choses, pour plein de nuisibles. Est-ce que c'est comme... on parle de 100 types de pesticides différents? Est-ce qu'on en parle? On parle de milliers de types de pesticides différents. Il y en a au-delà de 6 000 au Canada seulement. Et il y a des catégories de pesticides. Ce sont les pesticides, c'est un terme générique. On y retrouve les herbicides, qui sont de loin les plus largement répandus. Et le plus répandu de ceux-là, ce sont effectivement les herbicides à base de glyphosate, et pas le glyphosate. Le glyphosate n'est pas un pesticide en soi. Il y a personne qui utilise du glyphosate dans son champ ou dans son jardin. Ils utilisent des herbicides à base de glyphosate. Autrement dit, ils utilisent une formulation commerciale. Et j'étais assez fascinée de voir comment Rachel Carson elle-même souligne, mais en 60, qu'il faut faire l'analyse complète du pesticide tel qu'il est vendu. Hein, ce qui est une revendication maintenant, y compris en Europe et partout, de dire, mais écoutez, c'est tout à fait anormal que ce qui est acheté, ce qui est utilisé par les gens, ne soit pas analysé comme tel par les instances publiques. Hein? Or, dans le cas des herbicides à base de glyphosate, c'est d'autant plus important que c'est à peu près 45% des pesticides utilisés au Québec, qu'on y retrouve des métaux lourds, dont de l'arsenic, et on y retrouve des POEA qui sont, je vous épargne le terme, là, qui a à peu près 22 lettres, pardon, et ces POEA, ce sont des dérivés du pétrole qui sont interdits en Europe et en France notamment depuis 2016, mais qui ont été autorisés au Canada à hauteur de 20% de la formulation commerciale en 2017. Autrement dit, donc, et ça, je vous ai parlé que d'une section, c'est-à-dire les herbicides. Il y a aussi les insecticides, il y a aussi les fongicides, et il y a évidemment les raticides et bon nombre d'autres types. Les fongicides, c'est pour? C'est pour les champignons. Ah, les champignons, d'accord. Donc insecticides, herbicides, fongicides, avec déjà ça, j'ai les principales catégories des pesticides. Oui. Plus ou moins. Ok, mais là, je trouve ça fou que Rachel Carson, il y a 60 ans, elle parlait déjà de tout ça, mais... est-ce qu'elle avait de la crédibilité il y a 60 ans? Parce que c'était quoi son métier à Rachel Carson? C'était quoi un peu? Rachel Carson a d'abord fait de la radio. C'était d'abord une littéraire qui a fait de très, très nombreux cours à l'université, qui a travaillé dans de grandes agences gouvernementales, notamment une agence américaine sur les eaux, et qui a fait un travail absolument remarquable sur les océans, dans un premier temps. Elle voulait d'ailleurs faire un travail également sur les changements climatiques et les océans. C'est très triste qu'elle soit morte 2 ans après la publication du Printemps silencieux, parce que elle aurait pu faire avancer ces dossiers-là de façon extraordinaire si elle en avait eu le temps et la chance. Sa crédibilité, elle l'a acquise
je dirais par la rigueur de sa démarche. Elle avait des bases en biologie, c'était une biologiste, et c'était quelqu'un qui était très, très, très attentive à la faune. Et on retrouve dans son livre une connaissance, mais intime, de chacune des questions qu'elle aborde. Et non seulement une connaissance intime, mais une capacité de traduire les choses de façon limpide. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est un excellent cadeau de Noël, parce que c'est un ouvrage qui vous introduit, l'air de rien, à l'ensemble de ces questions et de façon intelligente, parce qu'elle vous montre comment il y a des liens entre les phénomènes et comment on ne peut pas considérer les questions en silo. Autrement dit, on parle depuis quelques années de faire un travail interdisciplinaire, intersectoriel, de faire un travail qui soit à la fois conscient des différentes disciplines, qui soit un travail très spécialisé, mais qui en même temps ait une largeur de vue et une capacité de synthèse et d'analyse et de croisement entre les disciplines. Elle l'a fait de façon prodigieuse dès 1960. De quoi elle est morte, Rachel? Rachel Carson est morte d'un cancer du sein. On ne sait pas dans quelle mesure c'est lié aux travaux qu'elle a faits ou non sur les pesticides. Chose certaine, c'est que elle est morte relativement jeune. À quel âge? Et elle est morte à 57 ans, ce qui est relativement jeune. Et elle aurait pu faire un travail encore beaucoup plus significatif. Mais c'est déjà une contribution exemplaire et énorme, qui est reconnue, je dirais, davantage encore maintenant qu'elle ne l'a été de son vivant. Et c'est le propre des gens qui ont marqué l'histoire, et elle est reconnue comme une des 100 personnes aux États-Unis qui a le plus marqué son époque. Quand le livre est sorti, il a été bien reçu? Il a été bien reçu par une partie de la population, et évidemment, dans la mesure où ce travail était, je dirais, lié aux préoccupations de bon nombre de citoyens qui ne comprenaient pas pourquoi les oiseaux tombaient du ciel, qui ne comprenaient pas pourquoi on utilisait autant de pesticides, qui s'en inquiétaient. Donc, il a été bien reçu par une partie de la population. Les citoyens, finalement? Une partie des citoyens, oui. Okay. Et dans la mesure où elle a été vertement attaquée par les compagnies chimiques, mais où sa crédibilité était telle, parce que quand des gens font un travail pionnier comme celui qu'elle a fait, on n'a pas le loisir de se tromper. Et elle a tout vérifié de façon extrêmement rigoureuse. Évidemment, avec les critères de maintenant, on peut regretter qu'il n'y ait pas tout un appareillage de notes avec toutes les références, etc. Mais elle en donne beaucoup, des références. C'est fou, là. Chaque exemple, elle... Oui, mais ce sont des références vagues. Ce sont des références, ce ne sont pas des références avec, bon, évidemment, le site de la page Internet, ça n'existait pas à l'époque, mais même avec le titre de l'article ou de l'ouvrage, autrement dit, ça implique un travail pour retrouver tout cela. Mais c'est tellement bien fait, tellement rigoureux, que les firmes n'ont pas été capables de l'attaquer. Donc, l'ont attaqué par rapport à elle-même, c'est-à-dire en prétendant que c'était une hystérique, etc. Bon, ce qui est souvent le cas des femmes en sciences, quand on n'a pas d'argument par rapport à quelqu'un, je veux dire, on s'en prend à sa personne, ce qui a été le cas. Mais ce qui, paradoxalement, attire encore plus l'attention des pouvoirs publics. Et d'autre part, c'était tellement sensé ce qu'elle racontait que bon nombre de politiciens ont commencé à dire, mais il faut absolument que les choses changent. Et donc, elle a été vraiment à l'origine de la création de l'Agence de la protection de l'environnement aux États-Unis, de certains resserrement du côté de la Food and Drug Administration, la FDA, et quelques années plus tard, le DDT notamment était interdit aux États-Unis. Il a continué d'être produit pendant plusieurs années par la suite, et il est encore exporté dans des pays africains au nom justement du paludisme que j'évoquais un peu plus tôt, alors qu'il y a plein d'autres façons de travailler cela. Est-ce que c'est un livre qui a eu aussi l'écho au Canada et au Québec? Oui.
mais je dirais un écho limité parce que c'est un livre en anglais. Ça a pris un certain temps avant qu'il soit traduit. Et elle fait référence à plusieurs reprises aux Canadiens, elle fait référence au Nouveau-Brunswick, elle nomme le Québec à quelques reprises dans cet ouvrage. Et elle a une approche très globale des questions. Et c'est une écologiste sans frontières. Hein? Et elle voit très bien que les enjeux sont des enjeux d'abord et avant tout de représentation de l'environnement, c'est-à-dire un environnement qu'il faudrait mater, qu'il faudrait contrôler, qu'il faudrait... Alors que elle montre à quel point c'est absurde. Elle montre à quel point il y a des travaux passionnants dans tous les domaines. Et ça, elle fait œuvre d'interdisciplinarité avant la lettre, parce qu'elle cite à la fois des entomologues, à la fois des neurologues, à la fois des généticiens, à la fois, mais vraiment toutes les professions. Et elle cite les travaux les plus récents de l'époque, les plus prometteurs. Et en fait, on constate avec ce qu'elle raconte qu'elle a très, très bien perçu l'ensemble des risques liés aux pesticides. Et c'est pour ça que, encore maintenant, il faudrait que ce livre-là soit lu très largement, non seulement par l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, mais par l'ensemble du public et par les instances publiques. Parce qu'au fond, si on a des problèmes encore avec les pesticides, parce qu'il faut bien voir que, dans le cas du Canada, par exemple, ne serait-ce qu'au niveau des herbicides à base de glyphosate, on prétend que c'est 25 millions de kilos de substances dites actives. Dites actives, entre vous et moi, par les firmes productrices. C'est elles qui prétendent que c'est l'élément actif. Or, je vous ai dit un peu plus tôt qu'il y a aussi des métaux lourds et bon nombre d'autres éléments qu'on y trouve, et que par ailleurs, on y retrouve des POA. Mais en outre, c'est que ces données-là, jamais, quand on fait un travail scientifique, on voit des données statistiques publiées par des instances publiques disant plus de 25 millions de kilos. Évidemment, on a été curieux. On a fait appel à la loi d'accès à l'information par le biais d'un avocat. Et on a appris que c'était plus d'une fois et demie, ces doses-là. Et que, par exemple, une année où on dit que c'est 25 millions de kilos, en fait, c'est 58 millions de kilos cette année-là. Et dans la vraie vie, il faut bien voir que le principe dit actif, c'est à peu près 40% de la formulation commerciale telle qu'elle est appliquée. Dans le fond, quand vous dites formulation commerciale, c'est le produit... Le produit tel qu'il est vendu. Tel qu'il est vendu, ouais. D'accord. Hein? Alors, ce produit tel qu'il est vendu contient à peu près 40% en moyenne de glyphosate, mais il y a tout le reste. Et donc, ce qui est répandu sur le territoire, c'est encore beaucoup plus que le 58 millions de kilos. Et c'est la même chose pour le dicamba, le 2,4-D. Et dans son ouvrage, elle met en évidence les effets nocifs du dicamba et du 2,4-D. Vous avez l'air d'avoir touché à pas mal de choses dans votre vie. Ça a été quoi un peu votre parcours scolaire ? En fait, j'ai travaillé d'abord comme journaliste, j'ai travaillé pour des instances publiques, j'ai travaillé en recherche et je suis retournée à l'université après l'âge de 25 ans. J'ai fait une maîtrise, doctorat en économie politique, en sociologie du travail, en sociologie générale sur les questions de sciences et technologies et j'ai travaillé pas mal en Sciences Po. Donc, j'ai une trajectoire interdisciplinaire et je vous dirais que j'ai travaillé beaucoup sur des questions socio-techniques. Je suis professeur titulaire au département de sociologie à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM. J'ai travaillé depuis 40 ans maintenant sur les questions, je dirais, de mutation du vivant, humain, animal, végétal. Et donc, c'est passé par tout un questionnement sur les enjeux économiques qui sont toujours présents, les enjeux socio-techniques, donc les évolutions technologiques. Donc, j'ai eu beaucoup de projets sur la transgénèse végétale, sur la transgénèse animale, le porc transgénique, le saumon transgénique qu'on a maintenant dans nos assiettes à notre insu au Canada, sur
les nanotechnologies, maintenant sur l'agriculture 4.0, c'est-à-dire sur l'utilisation des drones, des robots, de l'intelligence artificielle en agriculture. Bref, j'ai travaillé sur l'ensemble de ces questions-là en tant que professeur titulaire, à l'Institut des sciences de l'environnement, donc toujours avec un souci, et surtout parce que j'ai une formation en économie politique, en Sciences Po et en sociaux, d'être très, très rigoureuse au plan scientifique, parce que on a encore moins le choix quand on a une posture critique. Il faut vraiment être incollable, comme on dit. Et en 2016, j'ai créé, avec plusieurs autres, le CREPA, qui est le collectif de recherche éco-santé sur les pesticides, les politiques et les alternatives, qui regroupe une vingtaine de chercheurs, une dizaine de collaborateurs d'ici et d'Europe, et 13 ONG. Et ce groupe-là existe depuis 2016, et donc, à travers ce prisme des pesticides, c'est l'ensemble des questions écologiques qu'on travaille, mais aussi l'ensemble des enjeux de santé environnementale et de santé tout court, parce que notamment au niveau des agriculteurs, ce sont les premières victimes, très souvent, les travailleurs agricoles et les agriculteurs, premières victimes de ces substances toxiques. Et c'est extrêmement triste de voir les gens qui tentent de nous nourrir se retrouver dans des situations aussi pénible à vivre pour eux et souvent pour leur famille. Donc, ça nous permet de regarder l'ensemble des questions de santé, mais sous un autre angle, et notamment l'importance des pesticides dans le développement des cancers, le rôle des pesticides dans, je dirais, les troubles du spectre de l'autisme et dans certains problèmes de santé particuliers comme le Parkinson, et dans les problèmes de reproduction qui ne sont pas négligeables, pas du tout. Donc, j'ai un parcours très interdisciplinaire et intersectoriel, marqué par les sciences humaines et sociales, mais très préoccupé par les sciences de la santé, par l'ensemble des sciences indispensables maintenant pour comprendre le monde et comprendre, entre autres, les grands changements au niveau de la planète. Est-ce que, pour vous, c'est un enjeu d'être une femme en sciences? Écoutez, c'est un plaisir, d'abord et avant tout. C'est une possibilité d'éclairer autrement la réalité, comme on le voit en cinéma, comme on le voit dans d'autres domaines. Et je ne vois pas pourquoi il y aurait un quelconque domaine qui ne soit pas accessible aux femmes et qui ne soit pas largement modelé par des femmes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire « youhou, je suis là » et de lever le doigt, mais de dire voilà, on peut penser ces questions-là et on peut les penser autrement. Ceci dit, c'est toujours un défi dans la mesure où, surtout si on vient de sciences humaines et sociales dans un monde, d'abord et avant tout, de sciences naturelles et de sciences de l'ingénieur et de sciences de la santé, c'est toujours plus difficile. Mais ça implique d'être très, très rigoureux, mais ça implique aussi de travailler 3 fois plus. Parce que, moi, je travaille depuis des années sur les questions de santé environnementale et ça implique non seulement de faire ses classes, mais de démontrer hors de tout doute que, voilà, ce qu'on raconte est sensé et que ça mérite intérêt. Travailler 3 fois plus par rapport aux hommes ou... Oui, en général. Oui. Pourquoi on devrait plus travailler? Écoutez, tout simplement parce que, au départ, je vous dirais que les femmes ont une double semaine de travail pour un demi-salaire, en moyenne, dans les sociétés. Double semaine de travail parce qu'il y a le travail domestique, qui est le travail qu'on dit anthroponomique, c'est-à-dire tous les soins des autres, de la famille, mais aussi des personnes dépendantes. Donc ça, c'est un premier travail. Pour faire sa place dans le monde universitaire, je regarde par exemple, ne serait-ce que dans mon département, les femmes qui ont été engagées il y a 40 ou 50 ans, la plupart n'avaient pas d'enfants ou n'en avaient qu'un. Et c'est beaucoup plus difficile de s'imposer. Progressivement, ça a été plus simple, plus facile. Il y a maintenant davantage d'ouverture. Mais néanmoins, en proportion,
les gens qui occupent les postes de décision, ce sont davantage des hommes que des femmes. C'est quoi qui vous pousse à continuer à travailler dans ce domaine-là? Parce que quand on mobilise une équipe de 40-45 personnes avec autant de groupes et autant d'intérêts, on n'arrête pas aussi facilement, surtout quand la situation ne s'améliore absolument pas, elle empire. Or, ces effets nocifs, ces effets sur la santé, ce sont nos enfants et nos petits-enfants qui vont les subir et c'est extrêmement préoccupant. Par ailleurs, je trouve inadmissible que les pouvoirs publics nous mentent sur les pesticides qui sont diffusés dans l'environnement. Je vous ai parlé tantôt de Santé Canada qui nous donne des données absolument loufoques sur les herbicides à base du glyphosate, mais aussi sur le dicamba et le 2,4-D. Mais c'est la même chose pour les pesticides liés au Parkinson. On a fait une demande d'accès à l'information, on a reçu une feuille complètement caviardée. C'est inadmissible que des pouvoirs publics refusent à des chercheurs d'avoir les données sur les pesticides utilisés. Et je pense que c'est fondamental qu'on s'occupe de ces questions-là. Vous savez, mon frère est mort de Parkinson. Je ne pense pas que ce soit lié aux pesticides comme tel dans son cas, ou en tout cas, ça n'a pas été démontré. Mais j'ai pu voir pendant 10 ans la dégradation de quelqu'un lié à ce type de problème de santé. Et sérieusement, je pense qu'il faut faire tout en notre pouvoir pour faire en sorte que les questions écologiques soient des questions de santé publique aussi. La santé environnementale et les questions d'écologie sont étroitement liées. C'est ce que je vous ai dit un peu plus tôt. Pour moi, et les cours que je donne maintenant, c'est sur écocide et anthropocide. C'est-à-dire non seulement sur le fait qu'on est en train de dégrader massivement l'environnement, non seulement par des atteintes à la biodiversité et par les effets liés au changement climatique, mais aussi anthropocide parce qu'on est en train de détruire les bases de la vie, chez les humains y compris, mais aussi chez l'ensemble des espèces. Et quand on parle d'écocide et d'anthropocide, il y a un nouvel élément qui est peut-être intéressant, c'est que dans un contexte où les instances publiques font aussi mal et aussi peu leur travail, on assiste à la multiplication des procès. Je fais partie au plan international de justice pesticides. Il y a actuellement plus de 500 actions en cours sur les dossiers des pesticides pour ne prendre que ceux-là. Et je pense qu'il faut voir qu'on assiste à un virage actuellement. On ne pourra pas impunément continuer de nous empoisonner de la sorte. C'est tout à fait inadmissible et c'est dans le livre de Rachel Carson où elle dit « Comme le dit Jean Rostand, l'obligation de subir nous donne le droit de savoir. » Et effectivement, il est important que tout le monde sache et donc on poursuit notre travail pour que tout le monde sache et qu'on prenne les mesures qui devraient s'imposer depuis très longtemps. Ce n'est que pur bon sens. Merci pour tout le travail que vous faites. Est-ce que dans l'équipe, vous avez aussi des fois un peu espoir de voir des choses qui vont s'améliorer par rapport à ces enjeux-là? Je vous dirais que il faut être fait solide, mais l'ensemble des dossiers sur lesquels j'ai travaillé depuis, je dirais, l'âge de 16-17 ans, n'ont jamais été des dossiers particulièrement simples, mais ce sont des dossiers qui, je vous avoue que quand on trouve des choses nouvelles, quand on met en évidence des phénomènes jusqu'alors peu explorés, il y a aussi une grande satisfaction à le faire. Et puis quand on peut le faire de façon sympathique avec autant de gens intéressés, c'est assez chouette. Et on a pu le voir, par exemple, en 99-2000, avec Karl Parent, mon conjoint, on a fait les 2 premiers films à l'ONF sur les OGM en 99, main basse sur les gènes ou les aliments mutants, et ensuite clonage ou l'art de se faire doubler. Et sur l'ensemble des technologies de reproduction sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé pendant des années, il y a un intérêt très grand à mettre en évidence un certain nombre de phénomènes. Et puis, on se dit, peut-être que dans 20 ans ou dans 30 ans, il y a des gens qui vont être curieux et qui vont se dire, ah oui, il disait les choses dans ces termes-là, alors peut-être qu'on pourrait retourner. Et on pourrait retourner voir. Et d'ici là, écoutez, il y a énormément de gens qui travaillent sur ces questions-là. Je pense, entre autres, à Geneviève Labrie, que vous pourriez interviewer. Mais il y en a des dizaines d'autres. Merci beaucoup, Louise.
De rien, au plaisir. Dans le prochain épisode, moi, mon intérêt a toujours été de trouver des alternatives. J'aurais pu aller travailler juste en agriculture biologique, mais pour moi, je pense que, puis je le dis toujours aux producteurs agricoles, dans la boîte à outils, dans votre boîte à outils, vous avez des pesticides, mais il faudrait qu'ils arrivent en dernier recours. Un peu comme en médecine, on va prendre des antibiotiques quand on a vraiment une maladie identifiée, on a une bactérie à combattre. Mais dans le milieu agricole, ça se peut que des fois, on ait besoin de pesticides. Mais par contre, on essaye de mettre en place toutes sortes de systèmes avant d'arriver à utiliser des pesticides. vous venez d'écouter le balado des Rachel qui changent le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajotte-Soriol de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemur pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot, à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronnée. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilot et Thibaut Rennes qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée, l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts. À la coordination générale du balado, aux entrevues et au montage, Émilie Schwartz. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en sciences pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde.